Hey, bonjour tout le monde! J'ai découvert que la Mona Lisa était venue à Grenoble. Et pourquoi à Grenoble? Pour être analysée dans l'accélérateur de particules. Quoi? Un accélérateur de particules pour analyser une œuvre d'art? Franchement, on associe l'accélérateur de particules à des découvertes dans la physique, mais pas à l'art. Alors j'ai recherché, et j'ai pas été déçu. Parce que même le Louvre a dans ses coulisses son propre accélérateur de particules. Alors aujourd'hui, nous allons voir le lien entre ça et ça. Allez, c'est parti! Le Louvre est le seul musée au monde qui possède son accélérateur de particules. Alors forcément, il y a des chercheurs européens qui viennent tous les mois pour analyser leurs propres œuvres. Et moi je trouve ça fou. Je pensais pas que ce lieu était si novateur, avec autant d'influence. Vous, quand vous avez visité le Louvre, est-ce que vous aviez pensé qu'il y avait un accélérateur de particules juste pour analyser des œuvres d'art? Ok, mais arrêtons de nous emballer. À quoi ça sert tout ça? Dans un accélérateur de particules, on accélère des particules. Merci, c'est tout pour moi. Bon, plus sérieusement, on crée en fait un faisceau d'ions dans l'accélérateur de particules. Celui-ci va sortir de l'accélérateur et rentrer en contact d'une œuvre d'art. Ce faisceau est absorbé par l'œuvre. Là, je suis en train de vous perdre, vous inquiétez pas. Allez, on va se faire couler un café. Pour vous réveiller, oui, et aussi parce que j'aime ça, mais surtout pour vous faire comprendre. Votre machine à café, c'est votre accélérateur de particules. Oui, vous allez voir. Ce qu'il faut comprendre, ça concentre de l'énergie. Et une fois que l'énergie est assez concentrée, vous récupérez le fameux élixir, le café. Ouais, j'adore le café. J'aime trop le café. Je me lève tôt, je prends un café. Mais dans un accélérateur de particules, c'est pas du café qu'on récupère, c'est un faisceau. Ce faisceau d'énergie, on l'envoie sur une œuvre d'art. Bon, et une fois qu'on a donné de l'énergie à cette œuvre d'art, on regarde ce qui se passe. Certaines personnes, après avoir bu du café, vous le voyez bien, elles sont super excitées. Et d'autres, ça leur fait rien. Eh bien, avec notre accélérateur de particules, c'est la même chose. Attends, si je t'ai bien suivi, une fois qu'on a donné ce café à l'œuvre, tous ses constituants vont réagir de manière différente. Exactement. Une fois que notre œuvre, entre guillemets, elle a bu ce faisceau, on va obtenir des rayons X, parfois des rayons gamma, même parfois de la lumière. Attends, l'œuvre, elle ne va pas être abîmée par ce faisceau? Non, c'est comme quand tu bois du café, chacun réagit différemment, mais après tout le monde revient à son état normal. C'est donc un moyen d'exploration non invasif. En fait, j'ai simplifié, parce que le premier accélérateur de particules, il a été installé en 1988 au Louvre. Et cet accélérateur ne pouvait pas tout analyser parce que il risquait de les abîmer. Par exemple, c'était le cas de la peinture, où on ne pouvait pas lui donner. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire accélérateur de particules du Louvre. Ça fait un peu un nom à rallonge. Mais son vrai nom, c'est AGALE. Pourquoi AGLAE? Pour Accélérateur Grand Louvre Analyse Élémentaire. Heureusement qu'il y a l'acronyme. Mais en 2017, AGLAE est devenu New AGLAE. Car maintenant, il peut aussi analyser des matériaux dits sensibles, comme la peinture. Bon, et qu'est-ce que ça nous apporte, toute cette technique? On peut déterminer quelles couches de peinture ont été utilisées, et même les liants. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. On peut aussi vérifier l'authenticité d'une œuvre. Par exemple, ils ont analysé une statue égyptienne, et ils se sont rendus compte que les yeux y dataient du XVIIIe siècle. Ah, Égypte, XVIIIe siècle, il y a un problème quelque part. Mais bon, je suis désolé, mais maintenant vous allez être déçus. Vous savez les crânes de cristal qu'on voit dans Indiana Jones? Alors oui, déjà, ces crânes ils existent vraiment. Par contre, on a découvert qu'ils dataient du 18e ou du 19e siècle. Cette période, ça correspond pas tellement aux Mayas. Vous croyez que si Steven Spielberg, il l'avait su, il n'y aurait pas eu d'Indiana Jones au royaume du crâne de cristal? Ça aurait été dommage. Bon, ok, ça c'était pour le Louvre. Mais pourquoi avoir amené la Joconde jusqu'à l'accélérateur de particules de Grenoble? AGLAE n'atteint que 10% de la vitesse de la lumière, ce qui est déjà pas mal. Mais l'accélérateur de particules de Grenoble, qui s'appelle le synchrotron, lui, il atteint presque la vitesse de la lumière.
L'accélérateur de particules du Louvre, il mesure 26 mètres. Là, à Grenoble, on parle d'un truc de 844 mètres. Ok, clairement, on n'est pas dans la même gamme. Clairement. Et ça a permis l'exploit suivant. Pour les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, le synchrotron de Grenoble a percé le mystère de la Joconde. Bon, déjà de quel mystère on parle? Si cette œuvre est si particulière, c'est parce qu'elle utilise une technique si particulière, le sfumato. Sfumato? Oula, à tes souhaits. Pour obtenir, vous savez, le petit flou visuel qu'on voit sur cette œuvre, Léonard de Vinci, il s'est éclaté. Il a mis jusqu'à 30 couches de vernis. 30 couches. Vous voyez ce poil? Non, en fait, à mon avis, vous le voyez pas. Bref, un poil, ça a une épaisseur de 30 à 40 microns. Au passage, je remercie mon chat d'avoir fourni les poils. Eh bien, chaque couche qu'a mis Léonard de Vinci était 30 fois moins large qu'un poil. 30 fois moins large qu'un poil. On parle d'un truc de 1 à 2 microns pour chaque couche de vernis. Si vous prenez 30 poils superposés, vous avez bien compris que dans mon analogie, un poil correspondait à une couche de peinture. Mais analysez ces 30 poils superposés, pas évident. Surtout quand on vous parle d'un truc encore 30 fois plus fin qu'un poil. Pourquoi tu n'as pas repris 30 poils de ton chat? Il était pas d'accord. Certaines personnes disent qu'on sait pas trop comment Léonard de Vinci a réussi à donner cette illusion. Vous savez, l'illusion que la Joconde, elle vous regarde en permanence où que vous soyez dans la pièce. D'ailleurs, on appelle cet effet d'optique l'effet Mona Lisa. Ils sont pas allés chercher loin, c'est le nom de l'œuvre. Mais dire qu'on ignore comment il a fait cet effet, ça, c'est un peu histoire d'embellir son intelligence. En fait, on savait qu'il avait utilisé plein de couches. Et comme il y a plein de couches, notre œil n'arrive pas à distinguer la limite des contours, si bien que ça donne cette illusion. Ça on le savait, mais ce qu'on vient de découvrir, c'est la composition de ces couches. Et ces compositions, on les connaît que depuis qu'on a utilisé le synchrotron de Grenoble. Mais il n'y a pas que la Joconde qui a été analysée à Grenoble. Déjà, il y a 6 autres tableaux de Vinci, et il y a un autre mystère qui a été levé. Le mystère de la technique des empattements qu'utilisait Rembrandt. C'est une technique qu'il a utilisée pour peindre et ça donnait un peu de relief à ses œuvres. La Joconde, des couches très fines, difficiles à analyser. Rembrandt, des couches très épaisses et là aussi c'est compliqué. Ce qu'ils ont fait, ils ont prélevé directement des échantillons sur l'œuvre. Vous inquiétez pas, c'était moins de 0,1 mm. Ça reste petit. Et ils ont analysé ces échantillons avec les rayons X du synchrotron de Grenoble. Mais à quoi ça sert toutes ces recherches? Il y a 2 raisons. Déjà, la première, ça me permet de faire une vidéo. Et deuxièmement, ils ont découvert que l'ingrédient mystère dans la technique des empattements, c'était le plumonacrite. Et comme ça, ils vont pouvoir adapter la conservation de ces œuvres. Pour conclure, si je devais retenir une chose de ces recherches, c'est que finalement, la science, elle nous permet de faire des recherches dans plein de domaines différents. Ces outils sont de plus en plus performants. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'être dans le futur pour comprendre le passé.